Et avec nous aujourd'hui également le critique de cinéma Michel Simon, de retour de la Mostra de Venise, que l'on retrouvera autour de 12h20 pour un retour sur palmarès de cette nouvelle édition donc du Festival de cinéma d'Italie. Deux solitudes dans un monde hyper connecté, 2 mois, ceux de deux trentenaires, Mélanie et Rémi, qui se croisent et ne se rencontrent pas. Ils sont voisins, ils vont chez le même épicier, traversent les mêmes rues, ont vu sur les mêmes voies ferrées de la gare du Nord. Évidemment, tout est fait pour que ces deux-là se rencontrent, mais pour ça encore faut-il être prêt. C'est quoi pour vous une vraie rencontre? Peut-être quelque chose qui n'est pas décidé, qui arrive par hasard, qui accroche, on ne sait pas pourquoi. Et vous, ça veut dire que vous êtes contre tout ça, là, les Appen, Tinder, enfin les sites de rencontres? Non, ça fait... Moi, je juge pas. Je suis pas là pour vous donner mon avis. Mon avis, c'est que ça fout une merde noire et que vraiment, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a inventé de pire pour les relations sociales. Mais encore une fois, je suis pas là pour vous donner mon avis. Je suis là pour vous écouter, pour donner du sens à vos mots. Et ce que j'entends là, c'est que le fait d'avoir utilisé Tinder, ça vous a mis dans une situation de plaisir immédiat qui a fonctionné, certes, mais qui n'est pas ce que vous recherchez profondément. Et là, vous avez clairement plus envie. Ouais, c'est vrai. Je crois que vous attendez beaucoup plus d'une rencontre. Voilà, ça c'est dit. Bonjour Cédric Clapiche. Bonjour. Et vous, qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre? Je ne suis pas là pour vous donner mon avis. Je vais dire comme Camille Cotin. Moi, ce que j'attends d'une rencontre, c'est ce qu'attend tout le monde. C'est-à-dire que quand on parle de couple, quand on parle d'amour, on attend d'avoir une espèce de complicité très forte avec quelqu'un. Et donc, c'est effectivement pas quelque chose qu'on peut résoudre en un clic avec quelqu'un dont on aime la photo, quoi. Camille Cotin qui joue le rôle d'une psy. Là, Ouais. vous m'avez tendu la perche. Ouais. Donc, quoi, le cinéma, c'est un divan et le réalisateur est là aussi un peu pour nous analyser. Oui, clairement. C'est-à-dire que je crois que c'est assez vrai, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait que moi, mon métier, je considère que c'est aussi analyser ce qu'il y a autour de moi, analyser les images, les sons, les gens, la société, l'époque. Et donc, j'essaye en tout cas d'avoir ce travail d'analyse. Et puis ensuite, c'est vrai que l'effet qu'on a sur le spectateur, il y a beaucoup de gens qui sortent du film en me disant j'ai l'impression d'avoir fait une thérapie, et je le prends bien. C'est-à-dire que si jamais je peux aider les gens à aller mieux, je trouve que c'est une très belle fonction du réalisateur. Et dans une salle de cinéma, Cédric Clapiche, comment faire pour que la rencontre se fasse entre un réalisateur et un spectateur? Pour moi, c'est le but du cinéma. Je trouve qu'une salle de cinéma est faite pour cette rencontre-là. C'est-à-dire qu'il y a 300 sièges dans la salle et il y a un écran, il y a une vision et 300 regards. Et du coup, il y a un dialogue entre les gens qui regardent et nous, réalisateurs, qui avons regardé des choses et qui mettons des choses sur l'écran. Et c'est dans cet échange de regards qu'il se passe des choses. Donc, on cherche tous, en tant que réalisateur, à avoir cette communication par le biais des regards, quoi. Un dialogue silencieux, un dialogue intérieur entre les deux. Quand le destin des personnages filmés rencontre le mien, alors je me projette imaginairement parmi eux. Ça, c'est Jean-Louis Comolli qui le dit dans Le Miroir à deux faces. C'est alors que le cinéma accède à sa plus grande puissance, renvoyer les hommes les uns aux autres, les renvoyer face à face. C'est un face-à-face qui se joue aussi pour vous dans ces Oui, moments-là? mais avec quelque chose qui est particulier dans le cinéma, c'est que ce qui est propre à la salle de cinéma, c'est un regard collectif, c'est-à-dire que les gens regardent ensemble. Et il n'y a pas juste le réalisateur avec un spectateur, les spectateurs vivent une sorte d'émotion commune. On le voit encore mieux dans les comédies, c'est-à-dire que si les gens rient ensemble, ils vont rire plus si ils sont 200, 300 dans la salle que s'ils sont seuls dans la salle. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que l'émotion, elle est collective au cinéma. Voilà, et donc dans une salle de cinéma à 200, à 300, on n'est plus une addition de solitude, on vit un moment collectif. Ouais, c'est ça, ouais, et qui est du coup très, très différent du regard télévisuel. Ouais. Et vous, comme spectateur, vous avez eu, vous, des transferts de cinéma qui vous ont marqué, des identifications fortes à des personnages? Je n'ai eu que ça. C'est ça les films que je recherche. Je cherche à avoir justement des regards de gens qui m'aident à voir mieux, à comprendre mieux, à rigoler des choses que je trouvais pas drôles. C'est vrai que moi, les réalisateurs que j'aime, que ce soit Woody Allen, Fellini, Antonioni, Hitchcock, Godard, c'est à chaque fois des gens qui éclairent, disons. Donc, et c'est vrai que cet éclairage
Si c'est Chaplin, par exemple, quand je cite pas mal les temps modernes de Chaplin en ce moment, parce que c'est particulier quand quelqu'un vous fait voir le monde dans lequel vous vivez et vous permet de rire de ça, mais en même temps de réfléchir de ça. Vous parlez de l'importance pour vous, à la sortie du film, que les spectateurs se sentent bien, ou en tout cas un peu mieux, peut-être qu'au moment où ils y sont entrés dans cette salle. L'idée d'un cinéma réparateur pour le réalisateur, en revanche, ça c'est une fausse bonne image. Un tournage, c'est pas un divan, on n'y règle rien, ou quand même un peu. Disons que j'aime pas l'idée, on appelle ça les feel-good movies, les films qui font que les spectateurs vont mieux en sortant. J'aime pas cette idée-là parce qu'il y a une espèce de dictature du feel-good en ce moment. C'est-à-dire que c'est un peu le problème des réseaux sociaux d'ailleurs, sur Facebook, sur Instagram. On essaye de se mettre en scène soi-même sous son meilleur jour et on essaye que le fait d'être toujours en train de sourire ou d'être toujours dans un beau décor, on pense que ça va être un joli spectacle du monde. Moi, je vois pas le cinéma comme ça. Je vois le cinéma plus comme quelque chose qui fait que les émotions ou les histoires qu'on raconte aident les gens à voir mieux, à réfléchir et du coup à aller mieux, mais pas dans le sens happy end. Mais c'est une critique quand même du monde tel qu'il est aujourd'hui, de nos sociétés hyper connectées. On l'entendait dans ce premier extrait de 2 mois, votre nouveau film Cédric Clapiche, à travers les téléphones portables, les réseaux sociaux. Il n'y a pas cette communion qui semble se produire pour vous dans une salle de cinéma. On pense qu'on est ultra connecté au monde entier. Au final, on est seul devant nos petits écrans. Est-ce que vous trouvez que le monde a vraiment changé ? Oui, le monde a changé. Je pense qu'il y a vraiment des étapes. Je pense que c'est à partir de l'an 2000 où on a tous un email, on a tous un ordinateur. Puis, dans les années 2010, on a tous un smartphone. Et c'est vrai que ces deux objets-là, et les ordinateurs avec Internet et les smartphones, nous font avoir un rapport différent au monde, effectivement. Et du coup, avec une croyance sur le fait qu'on est en connexion avec les nouvelles, avec les infos, ou une connexion avec les autres, et en fait c'est des connexions virtuelles, quoi. Et donc on oublie le fait que ces connexions virtuelles ne sont pas le réel, ne sont pas des connexions directes. Et alors pour se reconnecter, rien de mieux que de relever les yeux, voilà. Et peut-être d'aller aussi chez l'épicier du quartier. La définition d'un monde idéal, il nous la donne, et c'est Simon Abkarian qui joue le rôle de l'épicier. Les olives, là, les meilleures, c'est les plus chères. Hein. Ben oui. Vous savez, moi, dans ma boutique, je travaille 2 choses. Le moins cher et le meilleur. Un jour, dans un monde idéal, le meilleur peut-être sera la même chose que le moins cher. Et ça, c'est dans un monde idéal. Et moi, je sais que vous avez un peu d'argent. Alors, achetez les plus chers. Parce que malheureusement, c'est vraiment les meilleurs. Vous voulez que je vous serve? Oui, d'accord. Hamza! Oui? Viens, servir la demoiselle, viens. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je viens de Barquette. Lesquelles? Celle au fond. Ah, c'est là? Oui. C'est les plus chers, hein? Ouais, je sais. Merci. Alors moi aussi j'adore les olives, je dois vous avouer Cédric Clapiche. Là l'épicier, il joue le rôle de quoi? De troisième psy ou d'entremetteur? Oui, c'est un peu un psy, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un rapport direct avec ses clients. Il a un peu le même rôle que les libraires peuvent avoir avec les gens de leur librairie. Il conseille les choses, et donc il va conseiller pour les pâtes, le riz, le pesto et les olives. Et bizarrement, il va souvent conseiller ce qu'il y a de plus cher, mais moi j'adore ce personnage parce qu'il est au sens du mot, il revient au sens premier du mot commerce. Commercer, c'est communiquer. Et puis c'est la figure du Méditerranéen, Ouais. chaleureux, à l'écoute aussi de ses clients. Quel est votre rapport à vous avec la psychanalyse, Cédric Clapiche? Bon, c'est très simple, ma mère est psychanalyste, enfin en tout cas elle est à la retraite maintenant, mais elle l'était. Et puis elle a été psychologue dans un hôpital, psychothérapeute dans un dispensaire, dans un CMP comme on dit aujourd'hui, et puis psychanalyste chez elle. Donc je l'ai vue au cours de sa vie avoir tous ces métiers liés à la psychologie. Et du coup, c'est vrai que je vois à quel point c'est certainement moins tabou pour moi que pour plein d'autres gens. Il y a plein de gens qui ont peur d'aller voir un psy, donc pour moi, c'est chez moi, quoi.
Alors, est-ce que tous les enfants de psy sont les plus mal chaussés aussi? Je pense. Ouais. En général, soit les parents, soit les enfants sont assez fous. Mais justement, on est conscient de notre folie et on n'en a pas peur. Donc, non, du coup, c'est vrai que dans le film, en tout cas, j'essaye de voir à quel point tout le monde a une folie. Le DRH qui emploie François Civil, on voit bien qu'entre les deux, celui qui est fou n'est pas celui qu'on pense. Oui, cette définition de qui est normal et qui est un peu bizarre, quand on connaît la psychanalyse, on sait que cette frontière, elle bouge un peu. Comment va votre moi, à vous, aujourd'hui? Est-ce qu'il est bien dans ses souliers? Il ira mieux le 12 septembre après la sortie du film. Vous savez. Mais pourquoi est-ce que vous êtes vraiment prêt à lier votre bien-être intérieur à la sortie et au succès d'un film? Ça, c'est une vraie question. Si un film qui ne rencontre pas son public, est-ce que ça provoque pour vous des blessures narcissiques? Ça veut dire que dans un film, vous mettez beaucoup de vous vous exposez aussi beaucoup? C'est pas tellement une blessure narcissique, c'est le fait on parlait tout à l'heure de cette communication entre le spectateur et le réalisateur. Donc on veut réussir cette communication. C'est pas tellement un chiffre, c'est pas le nombre de spectateurs qui va venir combler quelque chose, mais en tout cas, quand on écrit une histoire, c'est toujours bizarre en fait une histoire, et donc il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose de particulier, et du coup, si ça touche les gens, et il y a plusieurs vecteurs qui nous permettent de savoir si ça touche les gens. Il y a le nombre d'entrées, il y a les critiques, il y a vos proches, ce que racontent vos proches, s'ils ont aimé ou pas le film, les collègues, réalisateurs, acteurs, s'ils ont aimé ou pas le film. Personne n'a vraiment le même avis sur la question, c'est assez drôle. Il y a est-ce que c'est vendu à l'étranger ou pas. Moi j'ai des films, Un air de famille par exemple, qui a été un grand succès en France, n'a pas été beaucoup vendu à l'étranger. Moi, ce genre de réponse me donne des éléments de compréhension de ce que j'ai fait. Il y en a besoin de comprendre, on a besoin, à travers le retour aussi de la salle, de savoir où on en est peut-être dans son cinéma. Un de vos points forts, en tout cas, comme homme et comme réalisateur, Cédric Klapisch, c'est que vous savez vous entourer et que vous avez créé autour de vous toute une famille de cinéma. Il n'est pas rare que vous retrouviez les mêmes acteurs d'un film à l'autre. C'est le cas, cette fois encore, avec Annie Girardot et François Civil, les deux héros de ce nouveau film. Anna Girardot, qui était déjà dans Ce qui nous lie, votre précédent long métrage, Cédric Klapisch. S'entourer de sa bande, c'est aussi retrouver au scénario Santiago Amigorena ou encore Loïc Dury à la musique, qui travaille avec vous depuis peut-être 1999, la fin des années 90, et qui dit de vous? La musique qu'on fait ensemble, c'est une vraie invention à chaque fois. On copie personne. Alors que le trois quarts des boulots, quand on me demande, on vient me voir et on me dit, même si on aime, ah oui, tiens, on aimerait bien quelque chose comme ça, ou quelque chose qui rassure. Et je pense que c'est là que notre complicité elle est importante, c'est qu'on essaye d'inventer et de réussir. Puisque quand on a fait un film ou deux films ensemble, où on est arrivé envers et contre tout, avec les gens au début qui étaient là, mais où vous allez, c'est n'importe quoi, et qu'on a réussi à trouver notre mélange, on a une certaine confiance, on n'a pas peur de se perdre, parce que inventer, c'est se perdre dans des moments de doute, c'est des nuits blanches, c'est des angoisses et tout, mais c'est plaisant, on adore ça. Travailler en toute confiance, Cédric Klapisch, c'est ça le moteur? Oui, mais avec ce que dit Loïc Dury, je trouve ça très juste. L'angoisse est un moteur quand on fait de la création. Et donc l'angoisse, c'est jamais très agréable à vivre, mais c'est aussi ça qui vous amène ailleurs, qui vous amène dans la création. Donc bizarrement, on a besoin de la confiance et de l'angoisse et du mélange des deux pour avancer. Il a joué quel rôle cette fois encore, Loïc Dury, dans la composition de ce nouveau film? Il travaille en amont, dès l'écriture avec vous sur la musique? Oui, c'est-à-dire qu'on en parle dès le scénario, quoi, et puis ensuite les choses s'affinent quand il voit le premier montage. Il travaille avec Christophe Main, ils ont fait un groupe qui s'appelle Cracked Unit, et c'est vrai que ça fait 20 ans que je travaille avec eux maintenant. Alors dans ce film, dans 2 mois sans S, Cédric Klapisch, il y a quelques fulgurances, des aphorismes de bon sens et en même temps très très drôles. Ça va de toute relation vivante suppose un échange avec des corps étrangers. Ou encore, pour que les 2 mois fassent un nous, il faut que les 2 mois soient soi. Voilà, il parle un peu comme vous, peut-être vos personnages. Est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui de klapischerie? Reste que de vos films, Cédric Klapisch, il y a vraiment des répliques qui sont restées cultes. On va retraverser un peu votre filmographie en son, de Rien du tout, Chacun cherche son chat, Un air de famille, Les poupées russes, Ma part du gâteau ou encore Paris. C'est l'osmose, hein? C'est un
devoir d'être heureux. Et demain, aux grandes galeries, nous connaîtrons l'osmose. C'est affreux. Cette robe, c'est affreux. C'est la jeunesse. Elles sont pas élégantes du tout. Elles n'ont vraiment pas le sens du ridicule. Ah non. Si, elles ont le sens du ridicule, mais pas d'élégance. Pas d'élégance. Bonjour. Me too. I love. J'adore ce genre de things like that. You know. I love. It was drôle. Hein. Quelque chose qui est arrivé récemment dans votre vie? Non, à part mon nouveau boulot, là. Oui, oh, ouais. Non, mais alors là, vous allez vous foutre de ma gueule, là. Ah, je suis pas là pour me foutre de vous. Mais ça a peut-être aucun rapport. Non, mais, allez-y. Mon père est mort il y a 1 mois. Effectivement. J'espère que vous aimez la propreté, parce que pour moi, c'est important. Moi, j'aime quand ça brille. C'est bien, c'est très bien. C'est parfait, comme ça on se comprend. Avant, je me souviens, il y avait les Normandes. Moi, j'adorais les Normandes. Et c'était des travailleuses, les Normandes, comme les Alsaciennes. Ah bon? Ah oui, non, mais parce qu'il y a des différences. Hein. Par exemple, si vous prenez une Bretonne, ben, vous ne ferez jamais travailler une Bretonne comme vous faites travailler une Normande ou une Alsacienne. C'était dur à cuire, les Bretonnes, il n'y a rien à en tirer. Ah non, puis je vous parle pas des Corses. En vous remerciant. Encore une laisse. Eh non, c'est un collier, chérie. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. C'est un collier pour femme. Je vais le mettre tout de suite. J'ai repensé à toutes les filles que j'avais connues, avec qui j'avais couché ou même que j'avais seulement désirées. Je me suis dit qu'elles étaient comme des poupées russes. On passe sa vie entière à jouer à ce jeu-là. On est curieux de savoir qui sera la dernière. La toute petite qui était cachée depuis le début dans toutes les autres. Et alors, tu l'as abordé? Et tu lui as téléphoné après? Pire, je lui ai envoyé un texto. Un texto? Un texto. Mais tu lui as écrit quoi? Je lui ai mis je suis à la fac avec toi, t'es belle, je te kiffe trop grave. Oh non, t'as pas mis ça. Si, t'es belle, je te kiffe trop grave. Et on vous kiffe aussi, bien sûr, Cédric Clapiche. Cet art du dialogue, il vous vient d'où? Je sais pas, c'est drôle, vous avez beaucoup cité Lucchini, là j'ai vu à travers les films, dans Rien du tout et dans Paris, le film qui s'appelle Paris. Les dialogues, moi j'ai toujours aimé les dialogues dans les films, donc j'aime les dialogues de Michel Audiard, j'aime les dialogues de Prévert, j'aime les dialogues des films français de Renoir, de plein de gens, de Bertrand Blier. Je suis très très fan des films de Bertrand Blier. Donc c'est vrai que les gens qui sont attachés à la langue et au dialogue, ça me touche beaucoup. Et dans ce montage, on retrouve un autre personnage, acteur fétiche de vos films, ou plutôt une actrice, c'est la ville. Et c'est la ville de Paris qui, dans 2 mois, une fois encore, retrouve toute sa place. Quel rôle joue la géographie des lieux dans votre cinéma? Est-ce que vous lui attribuez une place particulière sur le plateau? Oui, parce qu'il y a vraiment 2 sortes de réalisateurs. Il y a les gens qui sont vraiment sur les personnages hors décor, hors situation géographique. Il y en a beaucoup dans le cinéma américain, par exemple, et où ils peuvent vraiment ne pas du tout avoir de cohérence géographique. On rigole beaucoup des films américains qui se tournent à Paris, et il y a une voiture qui rentre à la Concorde et qui arrive à Montmartre l'image d'après. Moi, c'est vrai que je suis le contraire, c'est-à-dire que j'aime qu'il y ait une cohérence géographique, soit urbaine, soit dans un appartement, savoir où est quoi, et que le spectateur ait une espèce de sens de où est quoi. Je sais que j'ai beaucoup aimé les films de Kurosawa, parce que Kurosawa, il donne des clés au spectateur de où est quoi. Et dans Les 7 samouraïs, il vous dit, voilà, à l'ouest, au sud, au nord, il y a ça. Et ensuite, quand on voit la succession du film, on sait qu'on est près de la rivière ou près de la forêt. Et donc, on sait où est quoi. Et j'aime bien avoir cette espèce de placement géographique pour le spectateur. C'est-à-dire que vous auriez la crainte que votre film ne sonne pas juste en vous délocalisant complètement. C'est arrivé, mais c'était pas le plus confortable pour vous? Oui, c'est-à-dire que j'aime bien... disons que moi,
j'ai commencé avec la photographie. Donc je pense que le fait de commencer avec quelque chose de visuel, et notamment les espaces visuels, c'est vrai que les gens qui sont peut-être justement des photographes au départ, des gens comme Antonioni ou des gens comme Wenders, je suis sensible à ça parce qu'effectivement, il y a toujours une façon d'approcher les personnages par le biais du décor ou par le biais de la chorégraphie dans l'espace. Et puis Paris, pour vous qui êtes parisien, c'est comme dirait Pérec, peut-être aussi la possibilité d'aller creuser dans cet infra-ordinaire, dans ce qu'on n'a plus l'habitude de voir, ce qui est au cœur même de ce film, de moi, de ce qui est quotidien, dans ce qui est évident, dans ce qui est commun, dans tout ce qui n'est pas extraordinaire finalement. Hein. Oui, j'aime bien ce concept de Pérec où effectivement, en opposé à l'extraordinaire, il invente l'infraordinaire pour essayer d'aller fouiller ce qui est normal et qu'on ne voit plus. Et donc il dit j'aime bien le train qui ne déraille pas. Et c'est vrai que le cinéma américain est beaucoup plus spectateur du train qui déraille en pensant qu'il y a plus de choses à raconter. Et je pense que c'est plus français et plus intéressant pour moi de parler effectivement de l'infraordinaire et du train qui ne déraille pas. Voilà, il nous a rejoint dans ce studio. Michel Simand est avec nous. À noter d'ailleurs que Positif, la revue dont vous êtes le directeur de publication, Michel Simand, a rendu un avis plutôt positif sur le film de Cédric Klapisch. Le montage parallèle que le cinéaste privilégie dans la plus grande partie du film prend tout son sens car il rend manifeste une réalité devenue structurelle. Voilà ce qu'on peut y lire. Cédric Klapisch, vous restez avec nous. Tout de suite, le bilan de la 76e Mostra de Venise qui s'est achevée ce week-end sur un palmarès controversé. C'est tout de suite avec Michel Simand. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et bonjour Michel. Bonjour. Est-ce qu'on part directement à Venise ou vous vouliez dire un mot du film de Cédric Klapisch ? Non, mais d'abord, j'aime vraiment le film de Cédric Klapisch. Alors, j'étais un peu bienveillant pour lui dès ses débuts, puisque je me rappelle, je travaillais pour le Festival de Berlin, pour faire la sélection française, et j'avais recommandé Chacun cherche son chat. Je crois que c'était votre premier film et le film dans un grand festival international. C'était pas le tout premier. Non, c'était pas le premier. C'était le premier film qui allait se balader dans un festival. Un grand festival, voilà. Alors Michel, comment ça s'est passé à Venise ? Une Mostra marquée par une programmation très riche et dont le palmarès a été rendu samedi soir. Lion d'or pour le Joker de Todd Phillips et un Lion d'argent Grand Prix au J'accuse de Roman Polanski. On peut commencer par cela peut-être. Écoutez, d'abord, il faut dire qu'un festival de Venise très riche succédant à un festival de Cannes très riche, ça prouve que malgré les pronostics de gens éminents comme Serge Danet, comme Jean-Luc Godard, comme Suzanne Sontag, qui nous annonçaient il y a 30 ans que le cinéma allait mourir, eh bien, c'est pas du tout le cas. Le cinéma est en très bonne santé si l'on en croit ces grands festivals internationaux, en tout cas pour beaucoup de films. À Venise, un film se détachait, et qui d'ailleurs a eu à la fois le Grand Prix du jury, l'Ours d'argent, le Lion d'argent, c'est-à-dire bien sûr Polanski pour J'accuse, qui a également eu le prix de la critique internationale, donc c'est la rencontre et du jury et de la critique. Donc il y a peut-être une déception de ce point de vue-là de voir un film de super-héros, ou plutôt de super-méchants, comme Joker, qui est un film d'ailleurs tout à fait passionnant, qui a eu le Lion d'or. C'est peut-être beaucoup pour un cinéaste qui a fait 7 ou 8 films dont aucun n'a marqué, alors que Polanski, s'il avait eu le Lion d'or, ce qu'il méritait amplement, il aurait été le seul cinéaste avec Altman et Antonioni à remporter les 3, la Palme, le Lion et l'Ours. Mais enfin bon, c'est le passé. Petit regret, mais il n'a pas été complètement oublié ou négligé non plus. Pas du tout. C'est-à-dire, Lucretia Martel avait été assez malheureuse en disant qu'elle n'assisterait pas au dîner en l'honneur du film de Polanski, etc. Finalement, elle était objective. Voilà, c'était la présidente du jury qui a commis un peu cette gaffe. Présidente du jury, donc en tout cas, c'était équitable. Alberto Barbera a rendu à Venise toute son importance en faisant des coups. D'abord de prendre Netflix en compétition l'année dernière avec le Lion d'or à Roma. C'était vraiment... Alors cette année, il y avait 2 magnifiques films de Netflix qui étaient parmi les 5 plus beaux films du festival. Il y avait le film de Soderbergh qui était sur les Panama Papers, une comédie éblouissante. Et puis d'autre part, le film de Noah Baumbach, Marriage Story, qui serait plutôt Divorce Story, parce que c'était vraiment une histoire de divorce, très très bien interprétée. Or, là, Lucretia Martel a pris au contraire une position avec son jury très drastique, puisque Netflix n'a rien cette année, alors que l'an dernier, ils avaient eu 2 grands prix, un pour les frères Cohen et un pour le film d'Alfonso Cuarón. Il y avait une sélection française intéressante,
je dirais. Il y avait bien sûr le film de Polanski, qui est un film français, et qui joue d'être en français. C'est bien heureux pour lui, parce que s'il avait été parlé en anglais, ce qui est le cas des grosses productions, le film aurait perdu beaucoup de son authenticité. Il y a le film de Guédiguian, qui est récompensé par un prix pour Ariane Ascaride, qui était sa muse pendant 20 films, et dans un beau film de Guédiguian, très dépressif, très, très triste, qui a été très bien accueilli par la presse internationale et par le jury. On l'envoie sur le divan de Cédric Clapiche, alors. Hein. Et puis, évidemment, la grosse déception, c'était le film vous priez, j'hésite à le dire, le film d'Olivier Assayas, qui c'était Cuba Story, qui est une histoire d'espionnage, qui aurait dû être une mini-série de 6 heures et qui est un peu confus. Voilà, mais il y avait vraiment des films remarquables. Il faut dire qu'il y avait 13 pays représentés en compétition sur 21 films, donc Venise était fidèle à sa vocation internationale. Il y avait le film de Roy Anderson, un cinéaste peu apprécié par la critique française, qui avait déjà eu un Lion d'Or pour Un pigeon réfléchi sur le sens de l'existence. C'est un film de tableau vivant magnifique à la Edward Hopper, mais qui visiblement ne marche pas en France, mais qui marche très bien à l'étranger. Cédric Clapiche, vous êtes un habitué de ce type de festival, comme réalisateur ou spectateur, ou vous n'en faites pas l'alpha et l'oméga de la sortie de vos films? C'est pas les festivals qui vont guider votre calendrier. Disons qu'ils m'ont jamais choisi, hormis effectivement ce cas de Parce que vous n'êtes pas assez dépressif. Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, j'ai jamais été pris à Cannes, ni à Venise, ni à Toronto, donc je ne suis pas celui qu'il cherche, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Michel Simon pour ce retour de Mostra de Venise et merci à vous Cédric Clapiche. 2 mois, votre 13e long métrage sort en salle ce mercredi avec Anna Girardot et François Civil dans les rôles principaux et un casting de second rôle dingo dont Simo Akarian, Camille Cotin et François Berléand. Merci. Merci.